Abigail, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez vous présenter? Oui. Donc je m'appelle Abigail, je suis militante activiste pour déstigmatiser la santé mentale sur les réseaux sociaux, sous le nom de Voyageuse au naturel. J'ai été diagnostiquée d'un trouble borderline en décembre 2020, et c'est suite à ça que j'ai décidé de prendre la parole sur la santé mentale, les troubles psy et l'hôpital psychiatrique. C'est quoi la santé mentale? Oh! Alors la définition exacte de l'OMS, je saurais pas te la donner. Mais pour moi, la santé mentale, ça représente un peu toutes les dimensions de l'esprit, en tout cas, avec toute la complexité qu'on peut avoir dans nos têtes respectives. Et pour moi, la santé mentale, c'est pas un sujet de personnes avec des troubles psychiques, mais on a tous et toutes une santé mentale. Et on a tous et toutes, je pense, la nécessité d'en prendre soin. Et c'est quoi être borderline? Ouais. Alors, il y a 9 critères dans le trouble borderline. Il faut cocher 5 des 9 critères pour avoir le diagnostic. Moi, je peux te dire comment le trouble se manifeste chez moi. Et ça va passer par une hypersensibilité, une hyperémotivité, l'impression d'être tout le temps poussé dans les extrêmes. Donc c'est tout ou rien, c'est tout blanc ou tout noir, mais il n'y a jamais de nuance pour rien. Une image de ma personne qui est très distordue. Donc je passe par des états de je suis un être extraordinaire, je suis la meilleure du monde, versus je suis un monstre, je ne mérite pas d'exister, etc. Une peur de l'abandon et du rejet qui est très forte. Donc là, ça va être tout plein de stratégies de je rejette avant d'être rejeté, j'abandonne avant d'être abandonné, tellement la peur est forte. Et je sais que j'ai aussi tout le temps besoin d'aller tester mes limites, et j'ai aucune conscience de mes limites. C'est-à-dire que moi, quand j'explique mon fonctionnement à des psys, je dis que ma limite, c'est l'effondrement. C'est-à-dire que c'est seulement quand je suis dans l'effondrement que là, je capte que j'ai complètement outrepassé mes limites. Mais c'était très difficile pour moi de voir où est le cursus. Et c'est un peu ce truc d'être... moi, j'ai l'impression d'être une perpétuelle écorchée vive et d'avoir une sensation de vide quasi constante, d'avoir un vide énorme que j'essaie de remplir par plein de moyens différents. Et en dernier, je dirais que c'est aussi la sensation de décalage tout le temps. C'est-à-dire, moi, j'ai cette croyance très forte d'être très dysfonctionnelle, un peu le syndrome du vilain petit canard. Les autres, oui, moi, non. Pour les autres, c'est facile, ils sont tout beaux, tout conformes. Moi, je suis tout le temps le vilain petit canard, je suis tout le temps la personne dysfonctionnelle, etc. Et je sais que je porte une importance particulière au fait d'être incluse dans un groupe et d'être validée par les autres. Et le regard des autres sur ma personne est très très important. Donc je suis un peu perpétuellement en suradaptation à mon environnement et aux autres, ce qui crée finalement cette accumulation et ce qui va créer des effondrements, etc. Comment ça s'est manifesté chez vous et à quel âge? Alors, moi ce que je dis souvent, c'est que je suis pas devenue borderline le jour du diagnostic. J'ai toujours été comme ça, c'est juste que j'avais aucune idée du tout que c'était quelque chose qui relevait de la psychiatrie, que c'était un trouble psychique. Donc quand on me l'a annoncé, j'étais un peu « Ah ouais, sérieux, ça existe ?» Moi, j'ai toujours pris ça un peu comme une fatalité, en mode « Bon bah, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été très intense, très fusionnelle, très écorchée, très instable. » Et j'ai pas le souvenir que ce soit quelque chose qui se soit déclenché à un certain âge. Pour moi, je me suis vraiment construite et développée comme ça, et ça remonte à très très loin. Les premières pensées sombres et les pensées noires, les premières pensées suicidaires, elles sont arrivées très tôt, très jeunes. Les premiers comportements d'autodestruction, ça date de l'adolescence. Et cette sensation d'être en décalage, franchement, depuis l'école primaire, c'est là, quoi. Vous entendez quoi par autodestruction?
des comportements d'automutilation, se faire du mal à soi-même physiquement, dans le sens où moi quand j'étais ado, je traînais déjà en psychiatrie, j'étais déjà sous médicaments. Mais à ce moment-là, on a pris ça un peu comme bon bah elle fait une grosse crise d'ado. Mais moi j'ai souvenir d'adolescente, je voulais détruire tout, à commencer par moi. Donc détruire mon corps, détruire mes relations parce que je me sentais pas légitime de vivre. Donc j'étais déjà dans des trucs très très compliqués à 15-16 ans. Et comment ça se manifeste au quotidien? Est-ce que on se réveille et on a une haine de soi qui arrive le matin, comme ça, ou... Alors la particularité du trouble borderline, c'est que ça se passe sur des périodes très courtes. C'est-à-dire que c'est une hypersensibilité, une hyperémotivité qui fait qu'en fait, en l'espace d'une journée, je passe par tous les états émotionnels de l'arc-en-ciel. Et moi, j'associe ça... tu sais, quand on voit un enfant... bon bah il voit quelque chose, il est super content, il est super heureux. 2 secondes après, le truc se casse, il est très triste et il pleure. Moi, j'ai vraiment l'impression que je suis restée bloquée au stade enfant dans ma tête. C'est exactement ça. Je vis mes journées où je me réveille le matin, je suis trop contente, il se passe une petite contrariété, c'est la fin du monde. Et puis 2 secondes après, il se passe un autre truc et puis ah c'est bon, c'est oublié. Enfin, c'est vraiment ça. Et oui, je pense que c'est vraiment l'espace d'une seule journée, c'est que des trucs comme ça, et je sens que je suis très éponge. J'éponge tout le temps, et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est la fatigue psychique que ça provoque, parce que c'est épuisant en fait. Moi, je sais que des fois, c'est vraiment... je suis épuisée, mais je suis épuisée parce que les émotions sont tellement vécues de façon forte et intense que bah ça prend en énergie, quoi. Donc c'est pas de la fatigue physique, c'est vraiment de la fatigue de la vie. Et moi, je sais qu'il y a des matins où je suis pas capable de me lever de mon lit parce que être et exister, ça demande déjà un effort, où il y a certains jours, je suis pas capable de faire cet effort-là. Et je sais qu'il y a des gens qui prennent ça pour de la flemmardise, dans le sens où, bon bah, les personnes qui ont des troubles psychiques, des fois, on n'arrive pas à se lever de notre lit. C'est pas de la flemme, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'un mal-être de, en fait, aujourd'hui, je peux pas, quoi. Juste, je peux pas, parce que être en suradaptation constante, bah, c'est trop. Et est-ce que vous avez pas l'impression parfois d'être en rupture avec la société actuelle, dans le sens où effectivement pour trouver un travail c'est peut-être compliqué, je sais pas, je vous pose la question d'ailleurs, est-ce que c'est pas compliqué aussi de se réinsérer un peu dans la société qui tourne, qui tourne seule en soi? Oui. Alors moi je distingue 2 volets. Je distingue la stabilisation. Aujourd'hui je m'estime pas guérie, je m'estime stabilisée. C'est une très grosse différence parce que si aujourd'hui je vais bien, c'est parce que j'ai adapté toute ma vie autour de mon trouble, ce qui fait que je suis stabilisée. Et pour moi, être stabilisée, c'est toute la partie médicale. Les psychiatres, les psychologues, les thérapies, les médicaments, l'hospitalisation, etc. Et ensuite, il y a la partie rétablissement et réhabilitation dans la société. C'est-à-dire, bon bah, une fois que j'ai fait tout ce parcours, comment je fais pour ma vie professionnelle, comment je fais avec mes relations amoureuses, comment je fais avec mes relations amicales, comment je fais dans la vie en fait. Parce que bon bah maintenant je suis sortie avec un diagnostic, je sais que je suis borderline, ça pose énormément de questions. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, comment je fais dans ma vie familiale, etc. Et ça malheureusement j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui s'en occupe, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont présents quand on fait des thérapies, quand on teste des médicaments pour voir celui qui marche, etc. Mais moi, le sentiment que j'ai eu dans mon parcours, c'est que j'ai un peu été lâchée dans la nature, en mode, bon bah voilà, c'est bon. Maintenant, vous allez mieux. Merci, au revoir. Et moi, j'étais un peu lâchée dans la nature, en mode, ok. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ça pose des vraies questions.
Il n'y a pas de suivi après, avec un médecin, un constant ou... Alors moi, aujourd'hui, je suis toujours sous stabilisateur d'humeur, donc j'ai un traitement quotidien, médicamenteux, et j'ai toujours mon suivi avec mon psychiatre. Et ça, je sais pas si un jour j'arriverai à m'en défaire de ça, parce que ça fait partie intégrante du fait qu'aujourd'hui, je vais mieux, et c'est un peu une hygiène de vie que j'ai appris. Moi, je suis quand même très optimiste dans la psychiatrie, parce que je vois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la paire aidance qui est en train de se développer en France, qui existe depuis, je pense, les années 70 au Canada. Enfin, en tout cas, ça existe depuis très longtemps en Amérique du Nord, mais en France, vu qu'on a beaucoup de retard, on est un peu en train de découvrir ça. Et il y a des hôpitaux qui sont en train de développer des services de réhabilitation sociale justement pour ces questions-là. Et ça, c'est vraiment cool. La paire aidance et les médiateurs de santé pair, c'est l'aide par les pairs PAIR. C'est-à-dire des personnes qui vivent des troubles psy, qui sont stabilisées et qui vont intervenir dans les hôpitaux psychiatriques justement sur cette partie réhabilitation. Moi, dans mon parcours, j'ai jamais rencontré aucun père aidant, mais je me suis dit, c'est tout ce qui m'a manqué. Parce que si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit, moi aussi je suis borderline, moi aussi je vis ce que tu vis, je suis passée par quoi t'es passé, et je vais bien, et on va pouvoir échanger, discuter et dialoguer, ça m'aurait fait gagner énormément de questions, etc. Parce que combien de fois je suis arrivée devant des psys, un peu en mode grosse rebelle, parce que moi je suis quand même, j'ai pas un caractère facile, et combien de fois je suis arrivée devant des psys en disant « Ouais, mais c'est trop facile ce que vous dites, vous savez pas ce que je suis en train de vivre. C'est trop facile de dire patati patata, vous savez pas la souffrance que c'est, quoi. » Et si j'avais eu quelqu'un en face de moi qui m'avait dit « Je sais la souffrance que c'est », je pense que j'aurais fermé un peu ma bouche, tu vois. J'aurais fait « Ok, ok ». Ouais, non, ça m'aurait énormément aidé parce que je pense que ce qui est très manquant en psychiatrie, que ce soit côté blouse blanche ou côté patient, c'est l'espoir. On a besoin aujourd'hui d'avoir des personnes qui portent cet espoir de « j'ai des troubles psy et je vais bien ». Mais même pour les blouses blanches, des fois il y a des blouses blanches où moi j'ai eu le sentiment que même elle n'y croyait pas, quoi. Tellement toute la journée elle voit des patients qui sont en crise et qui vont pas bien. On a besoin quand même de temps en temps d'avoir des gens qui vont bien et qui sont rétablis, quoi. Justement, tout à l'heure, vous parliez d'hospitalisation à l'âge de 16 ans. Comment ça se passe quand on arrive là-bas? On sort quand même de l'école, donc on est au lycée, je suppose. On passe du lycée à l'hôpital psychiatrique. Comment est-ce que vous vivez cette situation de transition entre les deux mondes, en soi? Alors moi, quand j'avais 15-16 ans, j'étais dans une structure psychiatrique pour adolescents, mais c'était pas une hospitalisation complète, c'était ce qu'on appelle un CMP, un centre médico-psychologique. Donc en fait, j'avais ma vie au lycée, et après le lycée, j'allais consulter une psychologue et un psychiatre au CMP pour adolescents. Mais j'étais pas hospitalisée à cet âge-là. Mais moi, ce que j'ai mal vécu là-dedans, c'est que mon seul souhait depuis toute petite, c'était d'être comme les autres. C'était devenu un peu obsessionnel pour moi. Je veux être comme les autres, je veux être comme les autres enfants, etc. Et ce côté très médicalisé, c'était un peu un rappel constant que pour moi, ce serait plus difficile et que je suis différente et que je dois prendre des médicaments et que je ne suis pas capable de raccrocher le wagon avec les autres. Que finalement, moi, mon adolescence, je l'ai pas vécu comme tous les autres jeunes de mon âge, et c'était un peu... moi, à l'adolescence, j'étais en décrochage scolaire total, j'allais plus du tout en cours, je me faisais du mal physiquement, et mes problématiques, c'était pas mon orientation et Parcoursup, mes problématiques, c'était comment vivre sur Terre, quoi. C'était ça. Vos cicatrices, ça vous rappelle cette période? Mes cicatrices? Alors, mes cicatrices, ça m'a mis 3 ans avant de réussir à les assumer pleinement.
En fait, l'histoire des cicatrices, c'est que quand j'étais ado, j'étais convaincue et persuadée que quand j'allais arrêter de me faire du mal, les cicatrices allaient disparaître. Un jour, je suis allée chez le médecin, j'ai dit bon bah c'est bon et tout, j'ai arrêté ce type de comportement. Quand est-ce que ça va partir? Et le médecin en face de moi, il a regardé mes bras, il m'a dit mais ça partira pas. Et là, je me suis dit pour tout le reste de ma vie, on va me poser des questions sur mes cicatrices. Et pour tout le reste de ma vie, c'est des gestes que je vais devoir assumer. Donc forcément, pendant 3 ans, je faisais que les cacher. C'était devenu un énormissime complexe. Et puis même, j'avais un rapport à ça où je supportais pas qu'on me pose des questions, je supportais pas qu'on les touche. Fallait surtout pas me toucher, etc. Et en fait, le fait d'assumer pleinement mon histoire et d'être totalement ok avec ce que j'ai vécu, finalement, j'ai totalement fait la paix avec ça. Et c'est très drôle sur les cicatrices parce que quand je les cachais, je trouvais que c'était là où les gens me posaient énormément de questions parce que je pense que ça se voyait qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. Et depuis que je les assume complètement, finalement, j'ai l'impression que les gens le voient même plus parce que, bah, je sais pas, j'ai des potes à moi où au bout de 2 ans d'amitié, je parle de mes cicatrices, elles sont « Ah ouais, t'as des cicatrices, j'ai même pas capté, j'ai même pas vu. » Je dis « Ah bon, pourtant je porte des t-shirts H24, t'as jamais rien vu ?» Bah non. Et en fait, je trouve ça très drôle ce truc de quand c'est assumé finalement, bah je pense que les gens le sentent que c'est tellement ok que ça glisse. Et c'est même l'inverse, vis-à-vis du fait qu'aujourd'hui j'assume pleinement mon trouble. Je préfère que les gens me posent des questions et qu'on puisse en discuter, plutôt que les gens regardent mes avant-bras, se fassent un a priori, ne m'en parlent pas et restent avec des idées dans leur tête, etc. Et c'est même avec le trouble, je vois bien que, je sais pas, quand je suis en soirée et tout, bon, des fois j'ai grave la flemme, mais des fois je me chauffe un peu. Ça dépend du contexte. Parce que des fois, je pense que je suis un peu dans ce truc de... j'ai envie de titiller la personne en face. Et j'ai envie de... Ouais. Ça dépend. Mais je vois bien que des fois... Et puis aussi, il y a des fois où je peux pas le cacher. Parce que quand j'étais en hôpital de jour, bah, j'étais tous les jours en hôpital psychiatrique. Quand on me disait « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» et que je devais dire « Bah, je suis en hôpital psychiatrique », bon, c'est compliqué quand même, hein. Je suis un peu la casseuse d'ambiance en soirée. Je suis vraiment la casseuse d'ambiance. Je te demandais juste comment ça allait. Je te demandais juste ce que tu faisais dans la vie, je m'attendais pas à un truc comme ça. Mais ça se voit qu'il y en a qui flippent total et qui coupent totalement le contact et qui après m'évitent pour tout le reste de la soirée. C'est très difficile de renouer le lien après ça. Alors que moi, c'est un peu un truc de bah vas-y, viens. Pose-moi toutes tes questions, on peut en parler. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui me dise « Est-ce que t'es folle ? Est-ce que nanana ?» et qui me balance tous les clichés, tous les stéréotypes qu'on a sur les gens qui ont des troubles psy à l'hôpital, et comme ça on peut en discuter, plutôt que quelqu'un qui coupe totalement le contact. Et du coup, bah, j'ai pas de... Bon, bah, la personne, elle va partir de cette soirée, elle va dire « Mon Dieu, j'ai rencontré une fille, elle est en hôpital psychiatrique, j'étais en danger, je suis partie. » Bref. Donc tout ça, c'est des questions où moi j'associe ça à un coming out parce que j'ai mon coming out sur l'orientation sexuelle et en fait quand j'ai dû un peu annoncer que j'avais un trouble borderline, j'ai vraiment eu la sensation d'être dans un coming out parce que vraiment il y a eu un air de déjà vu. Je me suis dit mais j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu cette peur au ventre d'annoncer un truc, de se dire que bah la personne, elle a plein de représentations dans la tête, ça peut être potentiellement rejeté, il y a des stéréotypes qu'il va falloir un peu déconstruire, on sait pas, etc. Pour moi, c'est vraiment un coming out. Et c'est exactement les mêmes problématiques sur le milieu professionnel, que ce soit l'orientation sexuelle ou le trouble psy. Pour moi, il y a vraiment aucune différence dans la façon dont on gère cette situation. C'est les mêmes questionnements, c'est les mêmes trucs, et c'est parfois même un peu les mêmes réactions. Parce que vous avez dû faire un coming out sur votre sexualité aussi ? Ouais. D'accord. Oui. Ok.
Donc, j'ai fait un bingo. Moi, je coche toutes les cases. Donc, oui. Tout à l'heure, vous parliez de l'univers psychiatrique et des clichés qu'il y en a. Oui. Moi, j'en ai un particulier comme ça qui m'arrive en tête. C'est un film qui s'appelle Tais-toi avec Jean Reno et Gérard Depardieu, où ils sont dans un hôpital psychiatrique, en gros. Ils sont sains d'esprit, eux, et ils sont entourés de personnages très exacerbés, forcément. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent de pathologies plus ou moins graves et qui sont mélangés avec des gens qui ont des pathologies très, très, très difficiles, très compliquées à gérer? Alors, moi, sur l'hôpital psychiatrique, j'ai un avis qui est très nuancé, parce que j'en ai fait plusieurs. J'ai fait 4 hospitalisations psychiatriques, 2 en hospitalisation complète, 2 en hôpital de jour. Je sais pas si tu vois un peu la différence entre les deux. Faudrait la détailler quand même, mais Okay. je perçois un peu. L'hospitalisation complète, c'est quand on est tous les jours à l'hôpital, mais qu'on dort aussi à l'hôpital. Et l'hospice de jour, c'est quand je rentre chez moi tous les soirs. La première fois que je suis arrivée en hôpital psychiatrique, forcément, je me suis dit, j'arrive chez les fous. Je me suis dit, est-ce que ça veut dire que je suis folle? Est-ce que tout ça? Pour te dire même, au début, vraiment toute première hospice et tout au début, je ne sortais pas de ma chambre tellement j'avais peur de rencontrer les autres patients et patientes. Tellement j'étais dans ce truc de oulala. Au final, quand j'ai découvert les autres profils qu'il y avait avec moi, j'ai été complètement surprise parce que il n'y a pas un type de profil de personne, ça touche vraiment absolument tout le monde. Et forcément, il y a des personnes qui ont des diagnostics et qui ont des troubles psy, mais pas que. Il y a aussi, moi j'ai croisé l'étudiant qui vit dans des situations tellement précaires que il a fait une dépression, le patron d'une grosse entreprise qui a sombré dans l'alcoolisme, la trentenaire qui a fait un burn-out, qui bosse pour une grosse boîte et tout. J'ai croisé une fille de 16 ans qui avait pris trop de Doliprane et qui s'était retrouvée là comme ça. J'ai croisé une petite mamie qui avait perdu son petit papy et qui était totalement en deuil toute seule. Pour moi, vraiment, les personnes que j'ai vues en hôpital psychiatrique, c'est un peu, dans la vie, des fois, on vit des très très grosses difficultés, on a besoin d'aide et on a besoin d'être en sécurité. Parce que dans les hospitalisations complètes, moi en tout cas, j'y suis arrivée pour ça parce que j'avais fait une tentative de suicide, en gros, et il fallait me mettre en sécurité de moi-même. Et en fait, c'est souvent ça. C'est des gens qui ont besoin temporairement d'être en dehors de la société pour pouvoir se rétablir et pour pouvoir se remettre un peu des difficultés de la vie. Le grand patron d'une grosse entreprise qui était dans l'alcoolisme, il avait besoin d'être dans un endroit où il y avait plus d'alcool. Et il y a cette honte aussi, mon Dieu, là, cette honte qui est hyper présente. Moi, j'ai vu des gens dans les hôpitaux psychiatriques qui, à leur taf, ont pris un congé vacances plutôt que de prendre un arrêt maladie pour que surtout ça ne se sache pas qu'ils sont actuellement hospitalisés. Ça, je le constate sur mes réseaux sociaux. Les gens osent pas commenter mes vidéos et ils vont m'envoyer des messages privés pour pas que les gens sachent publiquement qu'ils sont concernés. Quand je fais des conférences, à chaque fois, je demande si des gens ont des questions. Les gens osent pas lever la main et osent pas poser des questions, pas parce qu'ils en ont pas, parce qu'ils ne veulent pas s'afficher. Et à chaque fois, une fois que la conférence est finie, ils viennent me voir et ils me disent « En fait, moi aussi je suis borderline, moi aussi je suis bipolaire, nanana, etc. » Il y a une honte tellement forte, mais totalement liée à la peur des conséquences que ça peut avoir de s'afficher avec un trouble psy. C'est pour ça que ça fait énormément de bien d'avoir des gens qui assument ouvertement à visage découvert je suis schizophrène, je suis bipolaire, je suis borderline, et on peut en parler. Et ça, c'est déjà une preuve de courage très forte,
parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas le faire à cause de leur taf, à cause de leur famille. Encore une fois, c'est un coming out. Et une fois qu'on est outé, c'est trop tard, on peut plus retourner en arrière. Et c'est pour ça que cette voie-là, elle est importante à soutenir et à entendre et à partager, etc. Mais donc du coup, sur l'hôpital psychiatrique, forcément, il y a des gens qui sont plus ou moins avancés sur le stade du trouble et qui sont plus ou moins en crise. On va pas se mentir, si on est hospitalisé, c'est parce qu'on est dans des phases de nos vies qui sont totalement en crise et instables. Moi, par contre, les personnes que j'ai croisées, franchement, c'est les personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Je sais qu'il y a cette image de tu vas voir un psy, c'est parce que t'es plus faible. Mon Dieu, mais est-ce que vous savez le courage que ça demande d'aller se demander de l'aide, le courage que ça demande d'aller se prendre en charge, de dire je n'y arrive plus, il y a un problème, j'ai besoin d'aide, ça demande un courage énorme. Le courage que ça demande d'aller faire des thérapies, de re-questionner toute son histoire, tout son passé, d'aller se regarder dans un miroir grossissant et de regarder tout ce qu'il y a de dysfonctionnel chez soi, c'est vraiment pas agréable du tout, c'est vraiment très douloureux, c'est un peu une, je sais pas, c'est un peu une, comment on dit, une opération à cœur ouvert qu'on se fait soi-même, quoi. Ça demande un courage fou et on a besoin du soutien des proches, on a besoin du soutien de la société aussi, on a besoin d'être encouragé dans ce truc-là et pas d'être jugé et pointé du doigt en disant ah t'es faible, t'es bidule, t'es machin. Non, moi vraiment, enfin il y a ça et il y a aussi un autre cliché sur la psychiatrie de, je dois te raconter une anecdote. Bien sûr. Je me souviens que quand j'étais en hôpital, j'étais en pyjama, j'étais complètement au fond du trou. Vraiment, j'ai jamais été plus au fond du trou dans ma vie qu'à ce moment-là. Et en fait, je commençais à comprendre que c'était pas qu'une simple dépression et que j'étais pas juste un peu mélancolique. Je commençais à comprendre que j'avais réellement un trouble psy. Donc j'étais dans ce truc de qu'est-ce que ça va être le reste de ma vie? Je vais devoir vivre avec ça. Je me sentais complètement condamnée, en fait. Je me disais, mais comment je vais faire pour vivre tout le reste de ma vie avec une maladie mentale? Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Donc j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps sur un banc. Et j'ai un autre patient, qui me voit en train de pleurer sur mon banc et tout. Et en fait, il vient me voir, il vient me parler. Au début, en plus, quand il m'a dit oui, est-ce que je peux te parler, moi je l'ai grave rembarré, j'étais hyper sec, en mode non, en mode c'est pas le moment, j'ai pas envie qu'on vienne me parler, faut me laisser tranquille. Bon, au final, il s'est assis avec moi, il m'a pas posé une seule question, et direct, il m'a dit, moi je suis schizophrène. Et là, il s'est mis à me raconter toutes les anecdotes hyper what the fuck qui se sont passées dans sa vie, liées à sa schizophrénie. Mais vraiment, il m'a raconté ça en mode, c'était un sketch, quoi. C'était un truc de, ouais, attends, vas-y, je vais te raconter et tout, tous les trucs de, je sais pas, il s'est fait arrêter par les flics, il s'est retrouvé dans des trucs et tout, pas possible. Vraiment des trucs, voilà. Et c'est vrai que j'ai remarqué que t'as ce truc où quand t'es dans la crise, tu te rends pas trop compte de tout ce que tu fais, mais quand tu redescends, je trouve qu'on a quand même une lucidité sur ah ouais, c'est vrai, c'était chaud. Enfin bref. Et en fait, ce gars-là, je crois qu'il s'en est pas du tout rendu compte, mais le fait qu'il arrive à en rire de choses où moi de base je pensais que c'était impossible de rire de ça, et en fait c'est l'inverse. Il avait une autodérision sur lui-même qui était tellement inspirante et pleine d'espoir, où je me suis dit, ok, ça va aller. Franchement, si lui, il arrive à te raconter sa life en mode, regarde comment c'est fou, sans mauvais jeu de mots, et à totalement se réapproprier d'ailleurs les termes de folie et tout, franchement, moi j'ai trouvé que c'était de l'ordre du génie, quoi. Quand t'as réussi à faire ça, ouais, c'est bon, quoi, la vie, finger in the nose. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que moi, en tant que borderline, j'ai fait des trucs de fou, quoi. Genre, ça donne des anecdotes complètement perchées. Et je me dis, mais j'espère aussi qu'un jour, je vais pouvoir
rencontrer quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué borderline, qui pense que sa vie est en train de s'écrouler, et je vais m'asseoir et je vais faire, attends, je vais te raconter des trucs, mon gars, t'as pas idée. Et franchement, je te jure que ça va aller, je te jure que ça va le faire. Et c'est vrai qu'on a des vies qui sont complètement en dehors des cases, mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est en vrai, on se ferait chier. Franchement, on se ferait chier dans la vie si c'était hyper linéaire et s'il se passait jamais rien, etc. Et c'est vrai que bon, bah, quand on est borderline, oui, il y a beaucoup de souffrance, etc. Mais il y a un truc qu'on peut pas nous retirer, c'est qu'on s'ennuie pas. Ça, on peut pas nous l'enlever. Je pense vraiment que mon psychiatre, bon bah, il sait que quand je m'assois dans son cabinet, on va pas s'ennuyer, quoi. Il s'est passé 1000 trucs. Enfin bref. On se fait des amis. Comme là, cette anecdote, est-ce qu'on se fait des amis en hôpital psychiatrique? Je pense qu'il y a des liens très forts qui se créent entre patients et patientes dans les hôpitaux psychiatriques. Parce que j'ai l'impression que il y a qu'une personne qui a déjà vécu ça qui peut le comprendre. Je pense que ça fait partie de ce type d'expérience-là. Donc forcément, ça lie. Et je sens aussi très fort que les gens qui me disent « Ah, moi aussi, je suis passée par l'hôpital psychiatrique », on a un truc de « on se comprend ». Après, il y a une règle que j'ai jamais trop compris, je sais pas si c'est toutes les structures psychiatriques qui ont ça, mais ils nous conseillent pas de garder contact avec les gens qu'on a rencontrés dans ces structures-là. Et en fait, quand on sort de l'hôpital, le but c'est quand même de se détacher de ça et de reprendre sa vie, etc. Parce que je pense qu'il y a, enfin moi comment je l'interprète, quand on est dans un hôpital psychiatrique, on est encadré avec des blouses blanches, etc. À l'extérieur, on n'a plus ce cadre-là. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils nous conseillent de pas forcément garder des liens avec les gens qu'on rencontre. Mais c'est sûr que les interactions que j'ai eues en hôpital psychiatrique, franchement, il y a eu des anecdotes hyper drôles et hyper extraordinaires, et c'est un peu... En fait, moi j'ai vraiment un truc hyper paradoxal sur l'hôpital psychiatrique, parce que... moi, tel que je le vois, c'est un peu, bon bah on est tous hyper fucked up, je suis hyper fucked up, nous sommes tous hyper fucked up, mais on est hyper fucked up ensemble. Et c'est un peu genre, écoute, on est tous dépressifs, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est un peu, en fait, on sait tellement... Moi, ce qui me fatigue beaucoup, c'est d'être tout le temps en hyper... en suradaptation à tout, et en fait, en hôpital psychiatrique, c'est un espace, personne va jamais te juger de rien. Et c'est tellement soulageant de plus du tout avoir ces... On est totalement hors système, on est totalement hors de... Personne va te demander ce que tu fais dans la vie dans un hôpital psychiatrique, tu vois. C'est vraiment genre... Ah, t'es hyper fucked up, bah moi aussi je suis hyper fucked up, et viens on va discuter de à quel point on est hyper fucked up. Et on va en rire, et c'est cool. Et franchement, c'est aussi ce truc de... Je trouve que c'est très chaotique. Mais moi, c'est un chaos qui me soulage beaucoup. C'est très paradoxal, mais c'est vrai. C'est vraiment, je suis en hôpital psychiatrique, en mode, ah, on est bien là. C'est sympa. On est tous au bout de nos vies, c'est très bien. C'est très bien, je me reconnais à 1000%, c'est parfait. On touche à rien. C'est très bizarre, mais... T'as jamais eu peur, la nuit, par exemple, en dormant dans un hôpital psychiatrique? Y a pas de cris, y a pas tout ce qu'on s'imagine? Bah, je pense que tout dépend de la structure dans laquelle on est hospitalisé. Ça, c'est très important de préciser que l'hôpital psychiatrique, tout dépend des moyens qu'on y met. J'ai vécu des hospitalisations qui se sont extrêmement bien passées. J'ai vécu des hospitalisations qui se sont beaucoup moins bien passées. Et toute la différence, c'est les moyens. Je me suis jamais sentie en insécurité la nuit dans des hôpitaux psychiatriques, parce qu'il y a toujours une garde de nuit, il y a toujours... il y a une permanence 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même si, je sais pas, je me réveille en plein milieu de la nuit, je fais une crise, il y a toujours le
box des infirmiers qui est là. Il y aura toujours une personne qui est à l'écoute. On a aussi ce qu'on appelle des si besoins, c'est des médicaments qu'on nous donne en cas de crise. Donc, enfin, c'est un hôpital, c'est quand même très sur la sécurité. C'est quand même très là-dessus. Après, le manque de moyens fait que y a quand même des choses que moi j'associe à une forme de maltraitance. Mais pour moi, c'est de la maltraitance par manque de moyens, c'est de la maltraitance par négligence. C'est pas du tout de la maltraitance par, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est vraiment du manque de moyens. Exemple, moi j'ai été à mes débuts très fortement sédatée aux médicaments. J'associe ça au fait que y a tellement pas d'autres moyens et pas d'autres solutions et pas le temps nécessaire à accorder que la solution d'urgence c'est de sédater très fortement parce que pas d'autres moyens. C'est comme ça moi que je l'ai interprété. Chose qui s'est pas reproduite après parce que j'ai été dans des hôpitaux qui avaient beaucoup plus les moyens humains. Il y a souvent un truc qui revient, c'est en hôpital psychiatrique, on va te transformer en légume. Donc c'est ça, c'est vraiment le sédatif, c'est vraiment pour calmer en tout cas la personne au point où elle devient totalement inoffensive. C'est ça l'objectif de ces sédatifs? Bah moi, si tu veux, la première fois que je suis arrivée, j'étais considérée comme un danger pour moi-même parce que je voulais mettre fin à ma vie et les urgences psychiatriques, c'était ça. Et donc, l'urgence et la priorité, c'était de me mettre en sécurité de moi-même. Faut être quand même assez objectif que pour une personne qui a des comportements autodestruction et qui s'attaque à soi-même et qui se fait du mal à soi-même, je pense en effet que les fortes doses de médicaments, c'était pour ça. Je pense vraiment que c'était pour ça. Et autre cliché, la chambre. Oui. Est-ce que c'est comme une chambre de garde à vue où il y a un lit, une toilette et une douche? Ou il y a des douches collectives? Enfin, comment ça se passe? C'est quoi la chambre? Est-ce qu'on a le droit de la personnaliser aussi déjà? Est-ce qu'on peut ramener un peu d'éléments de décor? Ou c'est un truc très hospitalier, très hospitalier plutôt, très blanc, très comme dans les films quoi un peu? Ouais. Alors moi, dans ma première hospitalisation, moi, je savais pas du tout comment ça se passait dans les hôpitaux psychiatriques. Vraiment, j'ai débarqué, je savais pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que on m'a retiré tout ce que j'avais, on m'a mise en pyjama, et en effet, on m'a mise dans une chambre où il y avait rien. Je veux dire, j'avais pas de quoi lire, j'avais pas de quoi écrire, j'avais pas de quoi dessiner, j'avais rien. J'étais juste en pyjama. Et le seul truc qu'on m'a autorisé à garder, fort heureusement, c'était mon doudou. Parce que j'ai une peluche qui est mon soutien émotionnel, plus. Et moi, si j'ai pas mon doudou, c'est pas possible. Donc là, ça a été très dur. Et de ce que j'ai compris, c'est un espèce de lien de confiance où si on va mieux, on peut avoir accès à nos effets personnels. Et c'est pareil, moi j'avais plus le droit de visite avec mes proches. Et il y a ce truc-là de si tu vas mieux, tu auras des droits de visite. Mais c'est quand même un truc de faut aller mieux. Donc il y a eu ça. Et mais je tiens très fortement à préciser que c'était une structure hospitalière qui était pas possible, quoi. Le manque de moyens était vraiment très fort. C'était les couloirs blancs, c'était aucune déco, rien, très austère. Les blouses blanches où on sent que elles aussi, elles sont totalement au bout du rouleau, et j'ai été témoin de ça aussi. Il y a des blouses blanches, les nerfs ils lâchent, quoi, mais parce que elles font des horaires pas possibles, parce que travailler en psychiatrie c'est vraiment pas facile. Et je sais pas combien elles sont payées, mais il y a fort à parier qu'elles sont très mal payées pour ce qu'elles font. J'ai senti qu'en tout cas, cette maltraitance, entre guillemets, elle était des deux côtés, qu'on était vraiment dans le même bateau. C'est-à-dire que ce soit
côté patient ou blouse blanche, il y a personne qui profite de la situation et du manque de moyens. On est tous et toutes là à en souffrir. Moi, dans ma tête, je me suis quand même dit, j'ai de la chance, entre guillemets, parce que moi, je suis hospitalisée, mais c'est temporaire et je vais sortir. Les personnes qui bossent tous les jours ici, je comprends qu'au bout d'un moment, les nerfs, ils lâchent. Parce que se motiver tous les matins à se lever pour aller bosser dans ce type de structure, je pense que c'est pas ouf. Donc voilà. Après, par contre, on m'a transférée d'un hôpital à un autre, et dans un hôpital qui avait beaucoup plus les moyens, et ça s'est tout de suite senti. Déjà parce que l'hôpital était beaucoup plus accueillant et beaucoup plus chaleureux, et c'est un truc tout bête, vraiment c'est tout bête, c'était les couloirs de l'hôpital avaient tous un code couleur, et les chambres avaient tous un code couleur. Et moi, je suis tombée dans la chambre rose, qui est ma couleur préférée, et c'est tout bête, mais dans ma chambre, il y avait un tableau. Et rien que ça m'a tout de suite confortée sur « Ah, ok, ça, c'est un hôpital dans lequel je vais pouvoir me sentir bien. » L'environnement de l'hôpital fait énormément, on s'en rend pas du tout compte, mais quand on est dans ces états-là complètement au fond du trou, oui, avoir un mur de couleur jaune, rouge, vert, rose, peu importe ce que tu veux, juste un mur de couleur, ça change quand même énormément la façon dont on se sent dans une pièce. Comment ça se passe pour les repas, par exemple? En fait, depuis tout à l'heure, je fais un parallèle avec la garde à vue. Ouais. Ça fait très carcéral. Je connais un peu la garde à vue, donc je fais avec ce que je connais. En fait, déjà, on dort toute la journée parce qu'il faut passer le temps. Où est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange avec les autres? Ou est-ce qu'on mange dans sa chambre? Du coup, c'est pas une cellule, mais dans sa chambre. Comment ça se passe la vie au quotidien? Une journée complète, par exemple. Comment on fait? Ouais, alors, ça pour les... Alors, une journée type à l'hôpital psychiatrique, c'est très cadré. Donc, on nous réveille tous les matins. On a nos 3 repas par jour. Par contre, c'est vrai qu'entre les repas, on s'ennuie quand même beaucoup. Moi, j'ai fait un nombre de mandalas et de coloriages. Aujourd'hui, je peux plus me blairer aucun coloriage, tellement j'en ai fait dans les hôpitaux psychiatriques. Et sinon, quand même, en fait, dans les temps libres, on a des consultations avec des psys tous les jours. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que tous les jours, on parle à des blouses blanches. Et c'est vrai qu'on est quand même... les blouses blanches sont quand même très aux petits soins avec nous. Il y a une permanence 24/24 s'il se passe quoi que ce soit. Et en fonction de... Tu vois, moi, si j'ai été autant isolée, c'était parce que j'étais considérée comme un danger pour moi-même, donc j'avais pas le droit à tout ça. Mais quand on va bien, il y a une salle d'activité avec des instruments de musique, avec des coloriages, des feux, des jeux de société. Il y avait un hôpital où j'avais même un vélo là sur place. Comment ça s'appelle? Un vélo électrique? Un vélo d'appartement? Un vélo d'appartement. Un vélo d'hôpital. Mais bon, voilà, il y a des salles d'activité où on peut faire des trucs. Il y a des petits ateliers aussi de temps en temps qui sont organisés où on peut faire de la relaxation, de la méditation. Bon, voilà, c'est un peu Club Med d'hôpital, quoi. C'est un peu comme ça. Et pour les repas, généralement c'est en collectif à la cantine. Donc vraiment cantine comme quand on est à l'école, quoi. Sauf pour les personnes qui ont des problèmes, je sais pas, de l'ordre alimentaire, et eux, ils vont être isolés et ils vont manger, par exemple, seuls dans leur chambre, parce que, je sais pas, pour X ou Y raison, ils peuvent pas manger en collectif. Il y a des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Pour eux, c'est pas possible de manger... Enfin, voilà. Sauf... Enfin, c'est du cas... Enfin, je pense que c'est du cas par cas, quoi. Et aujourd'hui? Comment ça va? Oui. Aujourd'hui, ça va très bien. Je suis stabilisée et rétablie, donc tout va bien. En fait, ce qu'il faut savoir avec le trouble borderline, c'est qu'il y a des thérapies qui ont prouvé leur efficacité. Très peu de gens sont au courant de ces thérapies, c'est très dommage. Mais moi, j'ai fait 6 mois de thérapie, ce qui s'appelle la thérapie des modes et des schémas. Et en fait... Donc moi, les thérapies que j'ai faites, c'était des thérapies de groupe pour borderline. Je t'avoue qu'au début, alors déjà, moi, mon diagnostic, j'étais pas du tout convaincue au début, donc quand je suis arrivée la première fois dans un groupe de parole pour borderline, j'étais un peu avec ce truc de
moi j'ai rien à faire ici, vous êtes bien mignons, non mais moi, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, quoi. Je suis très convaincue de l'approche de la thérapie de groupe, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Parce qu'au début, quand on m'a dit, on va mettre des personnalités borderline tout ensemble, c'est-à-dire on va mettre des gens hyper impulsifs, hyper émotifs, très poussés dans les extrêmes, et vraiment, je pense qu'en tant que borderline, on a une personnalité quand même très forte, et on va mettre tous ces gens-là ensemble. Est-ce qu'on est vraiment sûr du principe de la thérapie de groupe? Parce que moi, j'étais pas convaincue du tout. Et en fait, au final, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que je me suis retrouvée dans un groupe de parole pour borderline, j'ai écouté les autres parler de ce qu'ils et elles vivaient, sachant que c'est des gens que je ne connais pas du tout et on a tous des profils très très différents. Et c'était fou parce que j'ai entendu toutes les souffrances de toute ma vie dites à travers la bouche de totals inconnus et de totals étrangers. C'est-à-dire que ce truc d'être très dysfonctionnel, très poussé dans les extrêmes, les stratégies de j'abandonne avant d'être abandonné, comme ça je contrôle l'abandon et je ne subis pas l'abandon. J'étais waouh, mais c'est carrément ça. Et le concept et le principe de mettre des gens où moi je me suis toujours sentie en décalage avec les autres, je me suis jamais sentie incluse dans la société. On met que des gens qui se sont toujours sentis en décalage ensemble. Là, je me suis dit, mais en fait, je suis carrément borderline, mais en fait, j'ai carrément trouvé ma team. Et dès le premier groupe de parole, je me suis dit, mais je suis borderline, mais à 200%. À 200%. Et là, j'ai été vraiment convaincue de cette approche de groupe. Parce que les plus gros déclics que j'ai eus en thérapie, finalement, c'était pas tant côté blouse blanche avec les psychologues. Les plus gros déclics que j'ai eus, c'était en écoutant les autres parler. Parce que je pense qu'on a tous déjà fait cette expérience de, quand nous, on a un problème, c'est quand même très difficile d'avoir ce recul-là. Par contre, quand on écoute un ami parler de son problème, on a beaucoup plus facilement le regard sur ce qui va pas. Et les autres font totalement miroir et totalement écho, et c'est fou, quoi. Vraiment, moi, il y a eu des moments où juste j'écoutais une personne parler et je me disais, oh, mon Dieu, c'est waouh, waouh. Et il y a eu des moments en thérapie qui ont été très durs parce qu'il y a quand même ce moment en thérapie où moi, je me suis complètement effondrée parce que je me suis dit, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que le problème c'est moi? Est-ce que vous êtes en train de me dire que tous les comportements que j'ai eus, bah, ça a blessé des personnes que j'aimais? C'est très dur. C'est très très dur. Et moi, sur la thérapie, c'est évident que je fais pas ça pour la moi du présent, parce que c'est franchement très désagréable. Je fais pas ça pour la moi du passé, parce que les personnes que j'ai blessées, bah, c'est trop tard. Mais l'idée, c'est de prendre conscience de tous ces mécanismes pour la moi du futur, et pour pas que ça se reproduise dans le futur. Moi, la pensée qui me détruit le plus, c'est de me dire que je fais du mal aux gens que j'aime. C'est vraiment un truc que je peux pas. C'est évident que je vais mettre tout ce que je peux pour être une meilleure communicante, pour me réguler mieux, etc., pour vivre, pour avoir une vie heureuse et épanouie, etc. Et sur la thérapie, ce que j'ai compris, c'est que c'est des apprentissages. Dans le sens où moi, je suis arrivée en thérapie, j'étais très comme ça au début, dans le sens où je voyais vraiment les psychologues et les psychiatres comme mes sauveurs. Et quand du coup ça marchait pas, je disais bah c'est votre faute, c'est vous qui êtes incompétent parce que vous avez pas réussi à me réparer. J'étais très casse-bonbon. J'étais très casse-bonbon. Il y a eu des séances de psy où vraiment, avec le recul, je me suis un peu excusée auprès des psys parce que les pauvres. Bref. Et en fait, moi, mon grand objectif de vie, c'était de devenir normale. Parce que pour moi, j'ai associé la normalité au fait d'être tout beau, tout conforme comme les autres, comme une forme de bonheur et de soulagement et d'insouciance, en fait. Moi, c'est ça que je veux dans ma vie, l'insouciance.
Quand je suis arrivée en thérapie et qu'on m'a dit non, c'est pas ça, là, le but, c'est de vous accepter tel que vous êtes et de voir comment cohabiter dans le monde avec votre différence. Déjà, l'objectif est pas du tout le même. Et pour te donner un exemple très concret de ce qu'on faisait en thérapie, c'est pour ça que moi je dis c'est des apprentissages, et je pense que c'est pour ça que ça a autant prouvé son efficacité sur les borderline, parce que moi je pense que c'est un apprentissage qui est totalement manquant, dans le sens où on nous a pas appris à relationner entre êtres humains. Moi je trouve que c'est pas quelque chose d'inné en fait, c'est pas du tout quelque chose qui... C'est quelque chose qui s'apprend et qu'en l'occurrence, on ne nous a jamais appris. Et je pense que ce qui est très important à comprendre, c'est que si on agit comme ça, c'est parce que personne ne nous a jamais appris à agir autrement que comme ça. On a fait comme on pouvait avec les moyens qu'on avait. Et avec nos peurs, et avec les abandons, et avec le rejet, et puis aussi avec des traumas, et avec tout ce qui s'ensuit. En thérapie, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait avec une situation relationnelle du quotidien qu'on n'avait pas réussi à gérer. Exemple, il s'est passé ça, je sais pas, moi je sais que j'ai un comportement d'évitement, c'est-à-dire je prends la fuite. À chaque fois qu'il y a une situation relationnelle que je ne sais pas gérer, je prends la fuite. Voilà. Ou alors, on surenchérit, je sais pas gérer cette situation, je vais aller surenchérir encore plus. Ou alors, soumission, je ne sais pas gérer cette situation, je vais dire oui, ok, ok, t'as raison, pas de souci, on passe à autre chose. Au final, ce que les psys faisaient, c'était ok, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? De quoi t'avais besoin? Qu'est-ce que t'as voulu exprimer, que t'as pas su exprimer? Et on va aller décortiquer tout ça. C'est-à-dire que déjà, c'est un travail vraiment qui est très conséquent, de juste réussir à savoir qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là et de quoi j'ai besoin. Déjà, rien que ça m'a mis énormément de temps. Et ensuite, une fois qu'on a tout décortiqué, on allait rejouer la scène avec cette règle très simple de communication basique qui devrait être apprise à l'école, qui est de dire factuellement ce qui s'est passé. Bon bah il s'est passé ça, je me suis sentie comme ça, et j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de savoir que tu m'aimes, j'ai besoin de savoir que tu vas pas m'abandonner, j'ai besoin de savoir que tu m'as écouté, entendu, etc. Et en fait, avec ces 3 trucs, les psys arrivaient à désamorcer absolument tout, et c'est vraiment rejouer les scènes, et pour moi, c'est reprogrammer le cerveau, reprogrammer nos comportements, et c'est un apprentissage à faire, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est... non, le but, c'est pas de me changer entièrement pour que je devienne une autre personne. Le but, c'est je suis comme ça, je ressens ça et j'ai besoin de ça. Et comment j'arrive à le faire comprendre aux autres sans que la situation dégénère dans de l'évitement, de la soumission, de l'énervement, de la colère, etc. Justement, Abigail, pour conclure... J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Non, pas du tout. Pour conclure, justement, quel conseil aujourd'hui vous donneriez à des parents ou peut-être à des personnes qui sont diagnostiquées de ce trouble? Les conseils que je donnerais, ce serait de, dès les premiers signaux, aller en parler. J'ai sous-estimé pendant beaucoup de temps le pouvoir de la parole, parce que je trouvais que c'était très simpliste de dire juste en parler et ça va passer. C'est un peu léger. En réalité, moi, si mon trouble a pris des telles proportions, c'est quand j'ai eu des pensées suicidaires et des pensées sombres et des pensées noires, je suis restée seule face à ça. Et finalement, c'est quand je suis seule face à ça que ça prend de plus en plus d'espace, et que finalement, je m'en sors plus du tout. Et qu'on arrive à des situations où je me suis retrouvée aux urgences psychiatriques. Pour moi, il y a plein de situations de personnes qui se retrouvent en hôpital psychiatrique qui auraient pu être évitées si dès les premiers signaux, on en avait discuté auprès d'un professionnel de santé mentale qui est compétent. Ça, c'est important, parce que en parler à ses potes ou à sa famille, etc., malheureusement, ces personnes sont pas formées à accueillir cette parole. Donc ça peut donner des conseils non sollicités, ça peut donner des paroles qui se veulent bienveillantes, mais finalement qui tombent à côté de la plaque.
Donc c'est important aussi de se diriger vers les bonnes personnes. Et oui, en parler peut faire réellement la différence. Moi, je l'ai vu quand j'ai des pensées suicidaires dans ma tête, ce qui arrive plus du tout aujourd'hui, et que j'en parle pas, ça prend des proportions de fou. Quand j'arrive chez mon psychiatre et que je dis j'ai pensé à ça, et que mon psychiatre il me fait OK, on va en discuter, et qui me fait dérouler tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? À quoi vous avez pensé exactement? Racontez-moi, décrivez-moi, et que je parle dans tous mes trucs. Finalement, le fait de tout décrire, ça le met à l'extérieur de moi. Et en fait, c'est un peu comme si j'avais vécu ça avec mon psychiatre, et que quand je sors de là, bah c'est bon en fait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai vécu tout mon scénario, j'ai fait mes trucs et tout, et ça fait réellement la différence. Donc le conseil premier que j'aurais à donner, c'est en parler. Parler de sa santé mentale auprès de professionnels et demander de l'aide le plus tôt possible, même si on se dit c'est rien, ça va passer. Parce que moi je me suis dit ça pendant longtemps, je me suis dit mais non, c'est rien, c'est pas très grave, ça va aller. Et en fait, ça peut ne rien être, mais c'est quand même bien de checker. Abigail, merci encore.